propose de continuer. Alors, dans cette deuxième partie, on va d'abord avoir une présentation sur le label bas carbone. Donc, après avoir vu des états un peu généraux sur les marchés carbone volontaires, voir comment le label bas carbone s'insère là-dedans et respecte ses critères notamment. Et donc, ce sera Jean Sylvestre Giraud, qui est déjà intervenu plusieurs fois, qui va présenter cette partie, et je le remercie encore une fois. Et puis la deuxième partie, donc, où ce sera Claudine et Adeline de I4C qui présenteront quelles sont d'autres utilisations possibles de la certification carbone. Et à cette occasion-là, on va remettre un peu en perspective la certification carbone au niveau européen. Donc, pour toutes les questions qui ont été posées dans le chat, qui posaient la question de carbone farming, du cadre de certification des absorptions, on en avait déjà parlé en juillet, mais là, on va aborder à nouveau le sujet. Voilà. Donc, je propose qu'on commence. Jean, si tu veux prendre la parole sur le label bas Très bien. carbone, je peux tourner les slides, hein, du coup, à partir d'ici. Ah oui, du coup, tu peux les tourner. Ok, très bien. Merci beaucoup. Sinon, on peut le changer. Non, 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 mais très bien. Je dirais qu'on change de slide. Parfait, merci beaucoup. Et merci beaucoup à i4C et Clotilde et Claudine pour l'organisation de ce webinaire et pour m'avoir invité à présenter donc le label bas carbone. Donc effectivement, le label bas carbone est un dispositif assez récent. Il a été fondé en 2018 par le ministère de la Transition écologique à l'époque. Et donc je vais vous présenter le fonctionnement général, un peu un état des lieux d'où on en est, des projets, des méthodes, et donner également quelques perspectives à partir d'un plan d'action qui avait été adopté l'année dernière. Donc sur cette première slide, vous pouvez voir le fonctionnement vraiment général du label. Ce qu'il faut regarder, je vais suivre en fait les numéros, parce que voilà, pour que bien tout s'enchaîne d'une manière un peu logique. Donc on voit les différents acteurs, et notamment le ministère de la Transition énergétique, et donc la Direction générale de l'énergie et du climat en particulier, où je travaille, qui va spécifier par décret et par arrêté le référentiel du label, qui a été donc mis en place en novembre 2018 et a été réformé en 2022. Ensuite, que se passe-t-il? Ce décret et cet arrêté, donc ce référentiel du label, disent que des acteurs et des experts, et c'est le petit 2, peuvent développer des méthodes sectorielles, donc dans différents secteurs, l'agriculture, la forêt, le transport, on va voir. Ces méthodes sont ensuite approuvées par le ministère de la Transition énergétique, donc la Direction générale de l'énergie et du climat. Sur cette base, donc là donc j'étais au petit 3, sur cette base, il y a des acteurs, des citoyens qui peuvent faire des projets locaux, qui sont ensuite, c'est le petit 4, labellisés. Et maintenant, depuis le 1er mars 2022, ils sont labellisés par le préfet de la région concernée. Donc, en fait, ils sont instruits d'abord par l'ADRIAL et ensuite, il y a une décision d'approbation signée par le préfet ou par délégation par le directeur régional. Ces projets locaux ensuite vivent leur vie. Ils donnent lieu à des réductions d'émissions qui sont, c'est le petit 5 en bas, vérifiées par un auditeur indépendant. Cet auditeur fait un rapport qu'il remet au porteur de projet, qu'il remet à l'ADRIAL, et l'ADRIAL, et c'est le petit 6, vérifie le niveau des réductions d'émissions. Par exemple, on avait dit que c'était 100 tonnes sur ce projet. Finalement, l'auditeur dit pour telle et telle raison, on n'a qu'à 90. Donc là, on a une première décision de vérification qui dit pour ce projet, il y a 90 tonnes de réduction d'émissions reconnues. Et ensuite, justement, il y a en septièmement la reconnaissance des réductions d'émissions. C'est-à-dire que c'est une deuxième ou une troisième ou une quatrième décision. En fait, on va avoir plusieurs décisions de reconnaissance qui vont permettre d'attribuer ces réductions d'émissions qui ont été vérifiées à différents financeurs. On retrouve également donc, sur la gauche du graphique les financeurs qui vont se voir reconnaître des réductions d'émissions pour les projets qu'ils ont financés. Comme ce qui est indiqué, le financement de projet est ouvert à tout type de financeurs, public ou privé, local ou à l'étranger, mais en revanche, comme j'ai déjà dit, les projets doivent impérativement être mis en place en France. Sur la slide suivante, du coup, on revient sur un élément qu'on a déjà évoqué donc au début du séminaire sur le fonctionnement en fait du label, qui n'est pas différent des autres mécanismes de certification. Donc les réductions d'émissions, elles sont estimées précisément et elles sont vérifiées par un auditeur indépendant selon les modalités définies par la méthode.
L'additionnalité, elle est vérifiée par rapport à un scénario de référence. Donc on voit ici sur le graphique, comme mentionné, scénario de référence, donc celui qui est en pointillé. Et par rapport à un scénario de référence, par rapport à un scénario de projet, qui est celui qui est en bas, et c'est la différence entre les deux qui donne des réductions d'émissions qui vont être vérifiées et certifiées. Donc cette additionnalité, ce scénario de référence, pardon, il doit prendre en compte la situation vraisemblable en l'absence de labellisation, la réglementation existante, c'est les pratiques courantes, et les incitations par d'autres moyens que le label, notamment tous les types d'aides qui peuvent exister. Et donc simplement les réductions d'émissions qui vont au-delà de ce scénario de référence qui peuvent être certifiées. Il y a une prise en compte également des risques de non-permanence et du relargage de carbone par l'ajout de rabais, comme j'ai pu l'évoquer précédemment dans des questions. Sur le slide suivant, je fais un petit point sur les différentes méthodes qui existent actuellement pour le label bas carbone. Donc on a 11 méthodes qui sont approuvées. On en a 3 dans le secteur de la forêt, qui concerne le boisement, le reboisement et le balivage. Dans les transports, on en a une, la méthode tiers-lieu. Et dans les bâtiments, une également, qui concerne le réemploi de matériaux pour des opérations de rénovation. Dans l'agriculture, on en a 6. Une sur la plantation de vergers, une sur la gestion durable des haies, une sur le carbone agri, donc c'est sur l'élevage bovin et de nombreux leviers. Une Sobac Ecoteam sur la gestion des intrants, une qui s'appelle Ecométhane sur l'alimentation des bovins, et enfin une dernière sur les systèmes de grande culture. Et on a beaucoup de méthodes qui sont en cours de développement dans l'agriculture, sur l'élevage porcin, la viticulture, l'agroforesterie. Dans la forêt, on a également des méthodes sur la sylviculture à couvert continu, dans les zones humides avec la protection des mangroves, les herbiers de Posidonie. Dans les bâtiments, une méthode sur la construction à partir de matériaux biosourcés. Et dans les transports également, des réflexions dans le domaine du fluvial. Sur la slide suivante, je fais un point sur les projets, cette fois-ci, qui ont été donc approuvés à partir de ces différentes méthodes. Alors, contrairement à ce qui est indiqué sur la slide, c'est pas 210 projets, mais 284 quand on fait la liste. Et en fait, il y en a d'autres qui vont arriver parce qu'il faut qu'on les publie sur le site. Donc, on est à ce stade à 277 projets forestiers labellisés, qui représentent 472 000 tonnes de CO2, donc encore une fois calculé sur 30 ans. Et on a 6 projets de plantation de vergers qui représentent 8 000 tonnes de CO2. On voit sur la carte où ils sont situés, ces différents projets forestiers et plantation de vergers. Donc on voit que toutes les régions sont, sauf la Corse, donc métropolitaine, sont concernées. Ensuite, plus ou moins, certaines régions, notamment Nouvelle-Aquitaine, là où on a beaucoup de projets forestiers. Concernant les projets agricoles maintenant, donc c'est un peu trompeur parce qu'on a un seul projet, mais qui est labellisé pour le moment, mais qui est un projet collectif, donc qui regroupe plus de 300 exploitations agricoles et représentant 140 000 tonnes de CO2. Donc sur la carte, là, avec les petits personnages, on voit où sont situés les agriculteurs engagés dans les différentes régions. Donc ce chiffre, donc pour vous dire, on est vraiment en pleine croissance très très forte du label en termes de nombre de projets et voilà, on a des très bonnes perspectives sur le développement des projets. Sur maintenant le financement du label bas carbone, comment ça se passe? Un financeur, donc en gros, il n'y a pas la DGEC ou le ministère n'interviennent pas dans le financement directement, sauf si nous-mêmes on achetait des crédits, mais ce qui n'est pas le cas. Donc le financeur, il peut contacter le porteur de projet à chaque étape du projet. Certains le font très en amont, presque du préfinancement. Certains attendent que le projet soit labellisé et publié sur le site pour vraiment s'engager financièrement. D'autres encore vont pouvoir acheter des reconnaissances, acheter des réductions d'émissions qui ne seraient pas encore attribuées à des financeurs une fois que le projet est à la fin a fini son parcours. C'est vu, les émissions ont été vérifiées et la reconnaissance peut avoir lieu. Le financement, il est normalement direct, c'est-à-dire que les réductions d'émissions sont obtenues en contrepartie du financement de projet et ne peuvent pas être vendues. Donc là, il y a ce qu'on appelle la non-cessibilité. Mais il y a deux petites nuances sur ce côté de financement direct entre financeurs d'un côté et porteurs de projet de l'autre. C'est qu'on a deux rôles qui se distinguent dans le label bas carbone. Le rôle du mandataire, qui prend en charge en fait tout le processus de labellisation à la place du porteur de projet. Donc c'est vraiment, je dirais, une assistance presque administrative pour le porteur de projet, mais qui peut aussi mettre en relation et dire, je sais que j'ai tel financeur qui serait
intéressés et les mettre en relation. Donc c'est plutôt dans le cadre du financement un rôle de mise en relation. Et on a, avec l'arrêté modifié au printemps 2022, on a introduit la notion d'intermédiaire unique pour mettre en relation ou agréger des fonds qui proviennent de plusieurs personnes physiques ou morales qui souhaitent participer au financement du projet. Je vais revenir ensuite un peu plus tard sur cette notion, dans 2 slides. Donc sur la slide suivante, je présente voilà, de manière très, très schématique comment ça fonctionne. Donc les porteurs de projet et les financeurs, normalement se parlent directement pour mettre en place le financement. L'administration ne le regarde pas directement. Tout ce qu'elle va faire, c'est regarder au moment de la reconnaissance des réductions d'émissions. Donc pour rappel, on a d'abord une décision de vérification qui dit combien ce projet a permis de réduire les émissions, par exemple 100 tonnes, et ensuite on a des décisions de reconnaissance, une ou plusieurs, s'il y a plusieurs financeurs qui disent 10 tonnes vont à Leclerc, 10 autres tonnes vont à La Poste, etc. Et donc c'est à ce moment-là que, donc ça c'est le bénéficiaire, le porteur de projet qui va informer l'Adréal de à qui ces réductions d'émissions doivent être attribuées. Et c'est là qu'on va demander une preuve contractuelle entre le financeur et le porteur de projet, pour éviter que le porteur de projet souhaite reconnaître des réductions d'émissions à d'autres personnes qu'à ses financeurs. On a donc un nouveau site internet qui est en train d'être développé. Donc là, il y a une petite avant-première sur à quoi ça pourrait ressembler. Donc un nouveau site qui permettra, on l'espère, c'est vraiment notre objectif, de permettre une meilleure mise en relation entre les financeurs et le porteur de projet, parce que c'est vrai que le site actuel, on le sait bien, a ses limites. Et donc voilà, on travaille vraiment à ce système qui sera beaucoup plus transparent et permettra des modifications plus simples côté des porteurs de projet et des financeurs. Sur la slide suivante, je reviens sur cette notion d'intermédiaire, voilà, qui est donc nouvelle. Donc, on a présenté schématiquement deux cas un peu extrêmes peut-être. Donc, on a d'un côté les porteurs de projets, donc c'est sur le schéma de gauche, on a plusieurs projets labellisés bas carbone, un seul intermédiaire et un ou plusieurs financeurs, là un seul financeur. Et l'intermédiaire, c'est celui qui va donc recueillir les fonds. Donc ça, ce sont les flèches en fait orange. Le financeur donne des fonds à l'intermédiaire et l'intermédiaire donne ses fonds au porteur de projet. Donc les fonds peuvent transiter via l'intermédiaire. En revanche, les réductions d'émissions, c'est ce qu'indique l'arrêté, les réductions d'émissions, donc ce sont les flèches en bleu, ne sont attribuées ou reconnues qu'au profit du financeur et ne transitent pas via l'intermédiaire. Il n'y a jamais de décision qui dira ces réductions d'émissions sont reconnues au profit de l'intermédiaire. Ça, c'est explicitement dit dans nos textes. Donc c'est pour ça que quand il y a la flèche en bleu qui contourne l'intermédiaire, c'est bien pour montrer que les réductions d'émissions ne passent pas par lui. En revanche, la décision de reconnaissance pourra éventuellement reconnaître le rôle de l'intermédiaire en disant les réductions d'émissions sont accordées au profit de la Poste avec le concours de l'intermédiaire Intel, pour reconnaître quand même son rôle dans le processus. Donc on peut avoir donc ces deux cas de figure schématiques sur les financeurs, donc plusieurs financeurs, un seul intermédiaire et un ou plusieurs projets. Donc ce qui est intéressant de bien comprendre, c'est qu'il y a ce que dit notre arrêté, il y a un seul intermédiaire avant la reconnaissance des réductions d'émissions. Donc au plus, on a 2 contrats entre le porteur de projet et le bénéficiaire au final. Donc c'est tout ce qu'on peut avoir. On peut avoir soit un contrat directement entre le financeur et le porteur de projet, s'il n'y a pas d'intermédiaire, ou alors un contrat entre le porteur de projet et l'intermédiaire, et entre l'intermédiaire et le financeur. Le financement de projet dans le cadre du label bas carbone et l'attribution des réductions d'émissions associées correspondent bien à l'achat d'une prestation de service, à savoir la compensation des émissions de l'opérateur ou sa contribution volontaire à l'atténuation du changement climatique. On j'insiste sur cette notion de prestation de service qui a été clarifiée, qui est particulière et qui est liée notamment à la non-cessibilité des réductions d'émissions. Sur la slide suivante, je présente juste justement le site internet actuel, qui n'est pas forcément le meilleur site de ce point de vue-là, donc qui présente qu'on peut déjà faire des recherches pour voir les projets qui sont labellisés, lesquels correspondent à quelle méthode, et
combien de tonnes sont associées à ces différents projets, avec à chaque fois une petite fiche qui décrit la localisation, la méthode et le nombre de tonnes pour chaque projet labellisé. Sur la slide suivante, j'insiste sur les questions de transparence et de communication, donc également qui ont été déjà évoquées, donc je peux passer assez rapidement. Donc il y a 3 points importants, qui est que seul le projet est labellisé bas carbone. La communication donc, du demandeur ou des bénéficiaires des réductions d'émissions ne doit pas laisser supposer que la labellisation porte sur un produit ou un service commercialisé. Ça, c'est important, très important de le noter. La communication également doit être réalisée par les bénéficiaires, cette fois des réductions d'émissions, doit être associée à une communication sur les actions préalables de réduction des émissions pour éviter et réduire leurs émissions. Et enfin, tant que la vérification n'a pas eu lieu, toute communication sur le nombre de réductions d'émissions doit mentionner le caractère prévisionnel de ces quantités, puisque c'est après la vérification qu'on sait exactement combien d'émissions ont été effectuées via le projet. Maintenant, pour finir, quelques perspectives sur le label bas carbone, donc en 3 slides. Donc en août 2021, la ministre d'alors de la Transition écologique avait présenté un plan d'action de dynamisation du label bas carbone, et donc régulièrement, donc nous c'est un peu notre feuille de route, et on présente les avancées par rapport à ce plan d'action. Donc il y a d'abord eu la déconcentration et la dématérialisation de l'instruction des projets bas carbone. Donc la déconcentration et du suivi des projets est effective depuis le 1er mars 2022. De même, on a mis en place un système de dématérialisation via le site Démarche simplifiée, donc ce qui a considérablement facilité l'instruction et le dépôt de projet. En termes maintenant de clarification, donc on a eu des clarifications juridiques tout d'abord qui sont intervenues avec l'arrêté qui a été refondu et précisé, notamment pour les projets collectifs, les règles d'audit et également sur les méthodes. Et on a clarifié sur la foire aux questions sur le site internet que le financement, donc comme je disais, du projet label bas carbone correspond à l'achat d'une prestation de service, et également que les règles de la commande publique s'appliquent, le cas échéant, aussi si on souhaite acheter du label bas carbone et qu'on est soumis à ces règles. Des clarifications fiscales a également eu lieu, c'est-à-dire que pour dans le cadre notamment des méthodes agricoles et forestières, donc du point de vue du porteur de projet, les réductions d'émissions, enfin le financement reçu doit être déclaré au titre du bénéfice agricole, donc c'est le 8e alinéa de l'article 63 du Code général des impôts, et le BOFIP de Bercy a également été mis à jour en ce sens. Enfin, on a publié la liste des méthodes en cours de développement et on espère pouvoir la remettre à jour rapidement. Concernant le renforcement de l'expertise technique, il y a un groupe scientifique et technique du label bas carbone, donc là je disais qui était en cours d'installation, mais en fait il est installé. La décision le créant a été adoptée, ayant été publiée samedi au bulletin officiel du ministère. Donc il visera à donner un avis éclairé, scientifique, sur les projets de méthode du label bas carbone pour aider l'administration dans son analyse, dans son instruction des projets de méthode. Ça c'est vraiment au niveau des méthodes. Et également, avant de consulter le groupe scientifique et technique, il y aura désormais systématiquement une mise en consultation du public des méthodes avant leur approbation, pour permettre également en application du Code de l'environnement et pour permettre une participation large à ces constructions de méthodes. Sur la slide suivante, je présente donc d'autres aspects du plan d'action. Merci. Donc, un des points, c'était l'accroissement de l'exigence environnementale. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire à mesure que les méthodes sont révisées pour les renforcer, les exigences environnementales autres que carbone, donc sur la biodiversité, la qualité de l'air, l'eau, etc. On va également donc faciliter le financement des projets. Donc ça, c'est ce qu'on a fait avec le statut d'intermédiaire notamment. Et on souhaite mobiliser les financements privés et publics. On a notamment lancé le fonds d'amorçage. La ministre a lancé le fonds d'amorçage pour recueillir un engagement de financement d'1 million de tonnes. L'objectif est désormais même plus de 70%, mais on mettra bientôt à jour le site internet sur ce point-là. On souhaite également utiliser le label bas carbone pour la compensation des vols des agents du pôle ministériel, voire on sait que d'autres ministères, notamment le ministère de l'Agriculture, font de même, donc en application de la mesure 7 de la démarche service public éco-responsable.
Et on sait que d'autres organismes, par exemple la CDC ou encore les JO 2024, ont également lancé des appels d'offres pour trouver des projets label bas carbone à financer. Donc là, pour les JO, à hauteur de 12 000 tonnes CO2 équivalent. Et enfin, sur la dernière slide, quelques éléments donc, sur l'amélioration de la communication. Donc, comme je disais, on va créer une plateforme dédiée au label bas carbone. On a reçu pour ça un financement du plan de relance. Et la construction du site est en cours et ça nous occupe bien, c'est assez compliqué. Enfin, on essaie de promouvoir le label bas carbone à travers la loi et on a notamment plusieurs éléments assez importants dans cette catégorie-là. On a ce qu'on appelle les obligations de compensation. Donc là, on a fait peser sur certains acteurs une obligation de compenser leurs émissions, notamment avec l'article 147 de la loi Climat et Résilience, avec une obligation progressive de la compensation des émissions liées au vol domestique en privilégiant des projets français ou européens, notamment ceux favorisant le renouvellement forestier et l'agroforesterie et l'agro-pastoralisme. Et donc là, les textes d'application, donc le décret et l'arrêté ont été publiés en avril 2022. Et donc les compagnies aériennes vont devoir progressivement compenser une partie de leurs émissions des vols intérieurs avec des projets internationaux et européens. Et donc on espère à travers ça favoriser le développement du label bas carbone. Également l'article 12 qui a été évoqué de la loi Climat et Résilience sur les allégations de neutralité carbone qui oblige pour les émissions résiduelles, si on dit qu'un produit ou un service est neutre en carbone, donc à compenser ces émissions résiduelles via là également un dispositif de certification et on reconnaît que le label bas carbone est valable dans ce cadre-là. Et enfin, l'article 36 de la loi pouvoir d'achat, avec l'obligation de compensation des émissions des centrales à charbon. Et là, cette obligation de compensation, elle porte sur des projets en France. Donc là, c'est vraiment le label bas carbone étant en première ligne pour répondre à cette obligation. Et là, le décret a été publié pour préciser cette obligation de compensation le 14 septembre de cette année. Enfin, on a potentiellement des appels à projets pour le développement de méthodes à venir en lien avec les articles 50 et 227 de la loi Climat et Résilience qui appellent l'État à encourager le développement de méthodes en faveur des pratiques sylvicoles durables et également de méthodes en faveur des aires protégées et des acteurs concourant à leur gestion. Ça, c'est en cours, notamment parce qu'on aimerait bien avoir un peu plus de précision de la part des instances européennes sur le projet de règlement sur la certification de la séquestration carbone, qui je pense va être évoqué un peu plus tard par les collègues d'i4C.